El Chapo est aujourd'hui en prison, ou en tout cas aux États-Unis. Ses fils pilotent aujourd'hui ce cartel qui est toujours très actif. Alors, dans cet épisode, on va voir comment tout ça est arrivé. C'est juste après le générique, c'est Kazoo et vous êtes sur AK1. A tout de suite. On s'était quitté dans la dernière vidéo en 1993. Il était en prison au Mexique. Il passera 8 années de sa vie dans cette prison-là, prison dorée, d'où il s'échappera. Cette évasion-là, je vous l'ai expliqué dans la première partie. Et du coup, à partir de ce moment-là, il est dehors. Il va rester longtemps dehors, mais il a encore de grandes ambitions. Il veut étendre son empire. Le cartel de Sinaloa, il veut en faire un plus gros cartel que ça. Et du coup, il va s'attaquer à la ville frontalière de Ciudad Juárez. Voilà, il y a Ciudad Juárez et il y a El Paso juste au-dessus aux États-Unis. Et cette ville de Ciudad Juárez est contrôlée par le cartel de Juárez. Et en 2004, il réussit à faire tuer le patron de ce cartel de Juárez et il fera rentrer la guerre des cartels dans une nouvelle phase qui est la plus meurtrière à ce jour. Les cartels rivaux se disputent alors cette ville de Ciudad Juárez, véritable carrefour du narcotrafic. Ça fait énormément de morts, il y a des fusillades quasiment tous les jours. Et le nouveau président élu en 2006 va alors se lancer dans une véritable guerre contre les cartels de drogue. Et le bilan de son premier mandat est véritablement exceptionnel puisqu'il va réussir à effectuer plus de 50 000 arrestations. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi ces 50 000 arrestations, seulement 1000 concernent le cartel de Sinaloa qui, grâce à ça, parce que voilà, les autres cartels perdent des membres importants, des têtes tombent, et le cartel de Sinaloa, qui est vraiment touché de manière mineure, va prendre de plus en plus de pouvoir. Et au-delà de l'acquisition de la ville de Ciudad Juárez, le cartel de Sinaloa va étendre sa présence dans plus de 17 États mexicains sur les 31. Et dans ces cas-là, la division ne peut venir que de l'intérieur, comme bien souvent. Je vous avais parlé des 1000 arrestations, pas une coïncidence puisque les suspicions en interne commencent à fuser, alors que il y a un des avocats d'El Chapo qui va devenir une taupe du service des stupes américains, va balancer plein de noms, bien sûr le nom de ses rivaux, et c'est pour ça qu'il y a plein de rivaux tombent, mais pour compenser, il va aussi balancer des gens en interne. Le patron de l'organisation Beltran Leiva, qui est donc affilié au cartel de Sinaloa, dont les membres sont des lieutenants importants. Cette organisation Beltran Leiva est dirigée par des frères, et vu que ces frères-là voient qu'il y a un des leurs qui s'est fait choper à cause d'El Chapo, ils vont décider de déclarer la guerre à El Chapo et vont réussir à tuer son fils en 2008. À partir de ce moment-là, ça part forcément en couille à nouveau, fusillade sur fusillade, la guerre est déclarée. Les Beltran Leivas créent leur propre cartel, le cartel Beltran Leiva, qui va s'associer au cartel Los Zetas, qui est le second grand cartel de narcotrafic mexicain. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, El Chapo est toujours très recherché. Il est en cavale puisqu'il s'est échappé de prison, on a tendance à l'oublier, mais ça fait déjà plusieurs années qu'il est dehors. Et il a réussi à mettre en place un système de contre-espionnage, de communication ultra sophistiqué. Il change toujours, il passe de maison en maison, des maisons accessibles uniquement par une seule route, un réseau d'informateurs et de sécurité autour de lui comparable à celui d'un chef d'État. Du coup, il a toujours un coup d'avance. Il a des hommes qui sont armés de lance-roquettes pouvant descendre un avion qui serait venu le chercher. Et c'est là que la légende d'El Chapo va un peu voir le jour, parce que, je sais pas si vous le savez, mais El Chapo est très populaire au Mexique. C'est fou quand on voit ce que certains Mexicains peuvent dire de lui. Il est idolâtré, il y a des chansons à sa gloire. Par exemple, dans certaines chansons, on peut entendre les paroles telles que quand El Chapo va dans un restaurant, il confisque les portables de tous les autres clients, mais il prend soin de payer la note de tout le monde lorsqu'il a fini son repas. Bref, c'est les mêmes techniques de propagande et de communication qu'avait déjà utilisé Escobar, on s'entend. Il distribue $1 milliard de sa fortune, donc il peut distribuer un peu de sa fortune au peuple qui donc l'idolâtre et l'aime pour certains, c'est bizarre mais il l'aime.
Et du coup, il va rester quand même 13 ans en cavale, mais il va être arrêté en 2014 où il va sortir de son triangle d'or. La police va appeler un triangle d'or cette région de la Sierra Madre. Rappelez-vous, dans l'épisode 1, c'était là où il avait un peu commencé sa carrière de trafiquant de drogue pour rejoindre sa femme et ses 2 filles. Et là, un petit matin, la police va débarquer et sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré, il va être cueilli. Et là, il va donc être emprisonné et les conditions d'emprisonnement seront beaucoup moins favorables que les précédents puisque il sera en isolement, il sera tout seul, toilette, douche dans sa cellule. Et il ne peut sortir qu'1 heure sur les 24 heures de la journée dehors. Il y restera emprisonné quelques temps avant de s'évader de nouveau, comme je vous l'avais dit dans l'épisode 1. Sauf que cette fois-ci, sa cavale n'aura duré que 5 mois. Voilà, c'est fini pour ce petit récapitulatif en 3 parties sur El Chapo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo, différents sujets. Et likez, partagez, commentez, enfin bref, vous savez quoi faire. Et en attendant, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde, c'est le savoir. Peace.